L'image dominante du sud-ouest du Sénégal et du nord-ouest de la Guinée-Bissau est celle d'une région fragilisée par les changements climatiques, les conflits, l'instabilité politique et la pauvreté. Cette image ne correspond pas à la réalité. Les régions de Ziguinchor, Sédhiou, Kachou et Oyo partagent une frontière entre la Casamance au Sénégal et le nord-ouest de la Guinée-Bissau, des ressources communes et sont pleinement intégrées aux réseaux marchands régionaux et internationaux. Ces régions ont connu ces dernières décennies d'importants changements démographiques et économiques qui ont souvent été occultés. Ces transformations ont été influencées par l'évolution des conditions climatiques, mais elles sont largement déterminées par les orientations politiques du Sénégal et de la Guinée-Bissau. L'évolution rapide de ce contexte influence fortement les relations entre citoyens et les modes d'exploitation du milieu. Elle n'est pas toujours prise en compte par les politiques publiques ou les organisations de la société civile dans leurs actions de développement. Cette région transfrontalière est très diverse. Entre la partie sénégalaise et la partie bissau-guinéenne, il y a des histoires politiques très différentes et des situations très contrastées. Il y a des territoires plutôt urbains, d'autres situés sur le littoral et des régions plus enclavées à l'intérieur des terres. Ces territoires, autrefois majoritairement ruraux, s'urbanisent rapidement. En 40 ans, la population a doublé et selon les prévisions, continuera de croître pendant les prochaines décennies. Les moins de 25 ans représentent 60% de la population résidente. Cette génération est particulièrement mobile. Au moment de la colonisation, Kantioung était urbanisé au minimum. Mais tandis que le temps passe, les gens sont en train d'augmenter dans la ville. Ça a fait exiger la nécessité de faire quelque chose au niveau de l'urbanisation. Le projet a responsabilisé de réhabiliter des maisons. De 50 maisons, chaque quartier, ça va changer l'image de chaque quartier. Le secteur du bâtiment représente un gisement potentiel d'emploi, mais en même temps une menace pour l'environnement, à cause de l'utilisation de méthodes de construction fortement émettrices en CO2. À Kanchongo, ville de 20 000 habitants, la réhabilitation de l'habitat permet de former des jeunes dans le domaine du BTP, tout en les amenant à maîtriser des techniques de construction durables qui permettent de valoriser les matériaux locaux. L'implication des habitants du quartier contribue à l'apparition d'une gouvernance urbaine qui profite d'abord aux habitants les plus précaires. Au niveau des ouvriers, ce sont des jeunes. Ça fait une bonne contribution pour les jeunes. Ici c'est mon quartier. Je suis fier d'être guinéen. Je suis l'entrepreneur peintre. Si tu me vois travailler, tu vas dire que lui là c'est un robot. Je visite tout pour vérifier. La vie a changé par rapport à avant, parce que avant j'avais qu'un vélo. Mais actuellement je suis très content parce que j'ai une moto. On a suivi le cours, on a suivi la théorie et le pratique. Depuis qu'on a débuté les travaux, les gens sont très contents. Les maisons, on a fait bien mieux. Avant, j'avais envie d'aller en Europe. J'avais tellement envie de partir. Dieu m'a donné la chance de travailler ici. Donc, je préfère rester là. On aura une ville que tu sais que les gens vont dire que c'est plus belle par rapport aux autres villes. Bien que les populations des villes augmentent, les zones rurales restent dynamiques.
Les normes alimentaires, vestimentaires et de l'habitat ont fortement évolué. Pour les ménages ruraux, cela implique des besoins monétaires croissants. Dans la commune de Wonk, au Sénégal, l'activité humaine a généré des systèmes agroforestiers divers, dont des palmeraies, écosystème emblématique de la région. On y rencontre une variété sauvage de palmiers à huile, exploités pour les feuilles, la sève, les noix ou encore le bois. Cet écosystème, cet environnement riche qui est autour de nous. Donc tout développement doit partir de ça. Le premier développement, c'est comment conserver ce qui est là déjà, cet environnement. L'identité du Casamance, c'est la forêt. Si vous partez au reste du Sénégal, c'est le désert. Et si on perd ça, on perd tout de notre vie, de nous-mêmes. Les paysages, savoir-faire et produits associés à ces palmeraies constituent un patrimoine menacé dans certaines localités par l'extension des vergers d'anacardiers ou l'intensification de la coupe des pieds de palmier pour la vente des troncs. Ce sont des femmes, regroupées en collectif, qui assurent la transformation des noix en huile rouge selon des techniques anciennes et respectueuses de l'environnement. Si la rémunération issue de la vente de cette huile rouge devenait supérieure à celle obtenue par la vente du bois, il serait alors possible d'éviter des pratiques qui dégradent l'écosystème. Pour cela, il faut encourager les consommateurs urbains, principalement ceux des classes moyennes, à payer plus cher pour une huile issue de pratiques agroécologiques. Il y a un goût différent avec cette huile. Cette huile est locale. On prépare ça localement. Nous faisons l'huile de palme, l'huile de la palmerie, le savonnerie, les confitures, même de la teinture. Nous allons assister à la foire de Dakar. Nous espérons que tout le monde sache que dans ce village, il y a une unité. On prépare l'huile de palme extraordinaire, propre, sain, qu'on peut manger. Parce que si on vend ça, on a de l'argent. On peut faire d'autres choses, comme l'école des enfants. L'huile de palme est un aliment très prisé au Sénégal. La palmeraie, il y a ce qu'on appelle une gestion concertée. Si nous ne protégeons pas cette forêt, cette huile va disparaître. C'est pour cela qu'il y a cet aspect protection de la forêt pour contribuer à ce que la palmeraie soit une palmeraie riche, pour produire donc beaucoup de régimes de palme, pour produire donc beaucoup d'huile de palme et par conséquent enrichir les familles. Le grand-père de mon père vient du Nord. Quand ils sont venus, le Jola ne vendait pas la terre, mais il donne. Le Jola ne vendait pas, mais il donnait. Maintenant, le Jola vend et il prête. C'est maintenant que le mot prêter est venu. Comme il y a la vente des choses là, maintenant les gens ont tout oublié. Maintenant, il y a de l'argent. Le peuplement de la région est le résultat de vagues migratoires successives. Dans la pratique, les premiers occupants et les anciens ont davantage de droits sur le foncier. La forte croissance démographique observée ces dernières décennies, couplée à l'émergence d'une gouvernance foncière étatique, contribue à générer des tensions sociales fortes et parfois à la remise en cause d'arrangements préexistants entre les premiers venus et les nouveaux arrivants. Les terres ne sont pas tellement fertiles. On est obligé de faire un poco de todo, comme le disent les Espagnols, un peu de tout. On met tout dans un champ. Si cette variété ne va pas, cette variété va. Si cette variété ne va pas, cette variété va. Un poco de todo. On est obligé de cultiver tout le temps. On est obligé. Mais une fois que vous laissez, il y a de la brousse, il y a des arbres, tout ça. Vous allez voir un bon jour, vous allez trouver quelqu'un en train de brousser là-bas. Beaucoup de ça, on laisse passer. À force de ne pas pouvoir arrêter l'eau salée là, l'espace se rétrécit d'année en année. Ce qui fait que ça ne produit pas comme il le faut.
Mais il y a le proverbe Olof qui dit qui veut mourir s'agite. Dans les anciens périmètres rizicoles, stérilisés par le sel, les femmes récoltent et lavent la couche superficielle du sol pour produire du sel à partir de la saumure qu'elles obtiennent. Traditionnellement, la cuisson de la saumure se fait au bois et génère ainsi une pression sur les ressources ligneuses. Pour la campagne 2015, travaillé avec au total 318 femmes. La saliculture solaire est de loin beaucoup plus facile à réaliser en termes d'économie de temps, en termes de pénibilité et en termes de gestion des ressources parce qu'il n'y a pas de bois à couper. Ces 318 femmes ont produit au total 69 tonnes. Et donc ces 69 tonnes de sel ont permis d'économiser 23 tonnes de bois. La saliculture solaire permet aux femmes d'augmenter leur production de sel qui, auparavant, était destinée uniquement à l'autoconsommation. Et donc la saliculture solaire devient désormais, sur l'ensemble des 6 villages, une activité génératrice de revenus. Le secteur de la pêche et de la transformation de produits halieutiques génère de nombreux emplois et joue un rôle clé dans l'alimentation sénégalaise et bissau-guinéenne. Dans le Sangrogro, affluent du fleuve Casamance, des pêcheurs spécialisés visant les marchés sous-régionaux cohabitent avec des paysans pêcheurs qui, pour la plupart, consomment leurs prises. En Casamance, l'environnement était vraiment en danger, surtout l'environnement mangrovien. Ici, on est dans un estuaire inverse. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Les taux de salinité sont beaucoup plus élevés à l'intérieur qu'à l'embouchure. Le sel pouvait sortir de l'estuaire, mais avec cette sécheresse, la salinité s'est installée. Donc, c'est une réalité qui est irréversible. C'est ça qui pose énormément de problèmes. Tous sont dans ce fleuve-là. Mais ils sont rares maintenant. Ils ne sont pas beaucoup. Mais autrefois, il y avait beaucoup. Tu peux prendre une pirogue chargée de poissons. Maintenant, non. Maintenant, tu prends une seule caisse dans toute la nuit de pêche. Ici, vous allez voir, il y a plus de 40 personnes qui vivent sur la petite pêche-là. Avant, il y avait beaucoup de peltiviers, maintenant, il n'y a rien. Mais quand même, on vit avec ça, on ne peut pas le laisser. Il faut qu'on contrôle le fleuve, contrôler les mailles. Les poissons, il faut qu'on les laisse produire. On a planté les zones interdites, les bambous. Il y a 4 zones interdites ici au niveau de Sungurungu. Il y a des voleurs parfois, on fait les Allemands de 75 000, 100 000 francs par Allemand. Maintenant, les sans-sas de pêcher là-bas. Comme il n'y a pas de mangrove, on fait ça. La mangrove, c'est un écosystème qui a la plus riche biodiversité au monde. Donc, il faut voir les possibilités de l'exploiter. Les habitants de ces régions vivent au quotidien les conséquences de la rapide évolution climatique, démographique, économique et politique de leur société et de leur environnement. Une partie de la population, directement concernée, a pris conscience de la menace sur leur mode de vie et certains s'efforcent de relever le défi, de s'adapter et d'atténuer ses conséquences néfastes.
La mangrove, c'est une partie intégrante de notre vie. Quand il y a eu moins de mangroves, la salinité de l'eau a augmenté. Et du coup, certaines espèces, certains poissons n'arrivent pas à supporter ce sel-là. C'est une zone de refuge très importante. Ça sert de refuge aux alevins, aux petits poissons qui doivent grandir là avant de descendre dans les grandes eaux. Sans ces arbres-là, beaucoup d'oiseaux n'allaient pas exister ici. Beaucoup de choses sont tirées de la mangrove. La presque totalité de nos maisons ont été plafonnées à partir des ressources tirées de la mangrove. Et ça a une importance capitale. Ces années-ci, avec les calamités naturelles, on a vu que beaucoup mouraient. Nous nous sommes dit qu'il faut que la population se lève, qu'on aille reboiser cette mangrove. C'est un rajeunissement des plantes là qu'on avait éliminées pour faire encore renaître d'autres. Ça, c'est une façon de gérer la ressource. Et là, on solutionne plusieurs problèmes à ce moment-là. Ça nous permet de lutter contre la pauvreté, mais aussi en restaurant l'environnement. Quand on se lance dans la commercialisation, ça vient encore gonfler nos économies. Et ça nous permet de régler des problèmes d'éducation, des problèmes de santé et même des problèmes sociaux. Si on mettait l'accent sur l'exploitation familiale, là, ça pouvait faire baisser cette menace de l'homme sur l'environnement. Et ça nous permet de limiter l'exode rural. Mon papa était agriculteur. Peut-être qu'il n'avait pas suffisamment de moyens, mais moi, je prends le flambeau pour que demain, que ça soit amélioré et pour que la génération future vive une vie encore meilleure que celle que moi, je vais mener.